Salut, c'est Bhaskar pour Hypnomachie. Aujourd'hui, on va parler de troubles obsessionnels compulsifs, on va parler de drogue, on va parler de hiérarchie angélique et surtout on va parler de pourquoi est-ce qu'il y a tant de personnes qui ne bitent absolument rien de ce que je dis dans les commentaires en bas de la vidéo. Salut Internet. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale. Je déteste quand les gens sur YouTube ils disent vidéo un peu spéciale comme ça, comme si la vidéo était spéciale. C'est un petit peu comme quand les humoristes ils commencent leur spectacle en disant je suis vachement content d'être là ce soir. Bref. Donc aujourd'hui, vidéo un peu spéciale à l'attention de deux catégories de personnes. À l'attention des personnes qui découvrent la chaîne, qui arrivent et ne connaissent pas encore vraiment les idées directrices de mon travail, qui ne connaissent pas encore les travaux de René Girard. On va tout reprendre ensemble avec précision, histoire d'avoir un édifice commun, une base, un socle commun pour la suite. Vidéo également à l'attention des personnes qui peut-être ont lu déjà René Girard dans le texte, puisque j'avais déjà conseillé plusieurs ouvrages de cet auteur, qui sont familiers des différents concepts de mon travail, mais qui ressentent comme une espèce de petit inachevé, comme s'il y avait des imprécisions. Et donc on va reprendre donc ces concepts tous ensemble. Et après, promis, je vais arrêter de parler de René Girard pendant au moins plusieurs vidéos. Voilà. C'est un miracle, Salomon, un vrai miracle. Oui, si vous vous demandez ce que c'est que ce machin-là, effectivement, oui, c'est que je me suis pris un coup de bâton à l'entraînement, voilà. Oui, parce que je fais des arts martiaux. Oui, c'est pas un déguisement d'ancien président de l'URSS, hein, c'est... Non. Pendant 3 ans, j'ai essayé d'améliorer le système de socialisme réel, comme nous l'appelions. J'ai compris que ce système n'était pas réformable. René Girard nous propose une théorie de la genèse du désir chez l'individu, chez l'être humain. D'après sa théorie, l'enfant naît sans désir particulier, il a des besoins évidemment, hein, les besoins d'être au chaud, faim, soif, contact physique, etc. Mais il n'a pas de désir à proprement parler et il va découvrir son désir, il va s'éveiller à son désir dans la présence d'un tiers. C'est en passant par un autre, par une altérité qui elle-même va désirer, que l'individu va se dire « Ah mince, je désire aussi ». En clair, c'est l'enfant, enfin le bébé, le quasi-enfant comme ça, en voyant un autre enfant ou un adulte désirer quelque chose, se dit « Donc cette chose est désirable, donc je dois la désirer aussi ». C'est un phénomène d'imitation, hein, aujourd'hui largement démontré, hein, via notamment tout ce qui est neurones miroirs, etc. On sait que nous sommes des êtres d'imitation, et c'est ce que René Girard va appeler la mimésis. Mimésis, hein, le même, l'identique, voilà. Nous sommes des êtres d'imitation, et notre désir provient de cette imitation. Toi c'est moi et moi c'est toi, même notre âme est la même. Toi c'est moi et moi c'est toi, j'aime qu'on se comprenne. Dès que deux individus comme ça vont désirer la même chose, il va y avoir un conflit, puisqu'il n'y a pas forcément assez de ressources pour tout le monde. Oh R2, laisse-lui là. R2. R2. Et c'est ainsi, comme ça, qu'on va pouvoir passer ce qu'on appelle le désir mimétique, donc le désir par imitation de la mimésis, au conflit mimétique, où il y a deux ou plusieurs, plus que deux acteurs, qui vont vouloir la même chose. On assiste donc là à une véritable bataille de double, bataille d'individus ayant le même désir. La rivalité mimétique comme ça entre les deux jumeaux ou les deux mêmes comme ça est insupportable. C'est pas pour rien que les jeunes enfants comme ça jouent très souvent un jeu qui souvent est très très agaçant, qui consiste à répéter exactement tout ce que vous dites tel quel. En fait, c'est une façon de jouer à remettre en scène le conflit mimétique primordial, mais c'est un jeu, donc comme tous les jeux d'enfants, c'est une façon aussi de diffuser son angoisse et de diffuser sa peur, parce que si on joue au fait qu'on est comme l'autre, alors ça veut dire qu'on n'est pas vraiment comme l'autre, hein. Pour la petite anecdote, comme ça, en 1936, aux Jeux Olympiques, vous avez la délégation du Liechtenstein et la délégation de Haïti qui se sont retrouvés et qui ont constaté qu'ils avaient exactement le même drapeau. Et c'était insupportable, justement, pour deux nations d'avoir exactement le même drapeau, hein. Bam, encore justement une espèce de peur de la mimésis. Et donc, suite à ça, en 1937, le Liechtenstein a rajouté une petite couronne sur son drapeau pour sortir de ce conflit mimétique. Et René Girard, dans ses travaux anthropologiques, a établi, a montré qu'il retrouvait comme ça ce conflit mimétique primordial chez l'individu dans les mythes de toutes les cultures, de toutes les civilisations présentes et passées, proposant ainsi une thèse relativement puissante parce que incroyablement globale et en même temps
totalement scientifique, puisque facile à réfuter, il suffirait dans ces cas-là de trouver une seule ethnie, une seule civilisation, qui ne serait pas basée sur ce conflit mimétique pour invalider sa thèse. On retrouve ainsi ce conflit initial, que ce soit chez les Grecs, que ce soit au Japon, que ce soit dans différentes ethnies en Indonésie, en Amazonie, etc., absolument partout sur le globe. Face à cet affrontement mimétique, à un moment donné, si mon identité en tant que sujet désirant, si mon désir est lié à mon identité, à mon sentiment de soi séparé, alors à un moment donné, ça va poser la question de qui a le pouvoir, ou qui va prendre le pouvoir, qui va s'approprier l'objet du désir mimétique. Et dans ce cas-là, il va y avoir justement une espèce de meurtre fondateur, que ce soit un meurtre réel ou un meurtre symbolique. Romulus a un frère, Rémus. Il le tue. Et en tuant Rémus, il accomplit le geste militaire par excellence, il défend la cité. Il accomplit le geste législateur, puisqu'il définit les frontières, et il est sacrificateur, il tue son frère. Il n'est donc pas question pour la ville de Rome de blâmer Romulus, ou de dénoncer Romulus, ou de voir autre chose en lui que le fondateur de la cité. Comme au départ dans les sociétés traditionnelles, tout est basé sur la réciprocité. Le propos d'une société traditionnelle, c'est d'être face à la nature, face à une nature hostile, et d'être dans des rapports de soutien et de réciprocité qui vont permettre de survivre dans une nature hostile. Donc ça veut dire que si à un moment donné, je vois un de mes frères qui en tue un autre au nom du désir mimétique, il y a des chances que moi j'aille tuer le tueur, et que quelqu'un d'autre me tue, etc. Et on part dans une vendetta qui amène à la désagrégation totale du clan. De débuter, vient juste la guerre d'éclore. Et donc pour que ça s'arrête, à un moment donné, il faut mettre un point final à cette série de meurtres en chaîne. Et ce meurtre final va être justement le meurtre fondateur de la socioculture. C'est pour ça que René Girard nous apprend que dans tout groupe humain, il y a une mythologie qui se base comme ça sur un meurtre fondateur. Dès qu'il y a groupe humain et interaction dans une intersubjectivité, ça va se faire sur la base inconsciente, refoulée d'un meurtre fondamental. Et ça, j'en parlais déjà dans d'autres vidéos quand je vous parlais d'espace de respiration épistémologique. Ce que j'appelais espace de respiration épistémologique, c'est vous avez des narrations, vous avez des histoires. Les êtres humains sont très forts pour se raconter des histoires. Ça aussi, ça fonde les différentes sociocultures, le fait qu'on raconte des narrations. Et donc, les gens face à un même fait vont proposer différentes narrations. Par exemple, je sais pas, si jamais j'ai un clochard qui est en train de mourir en bas de chez moi, je vais avoir des narrations qui vont dire « Ah, c'est la faute de la société, on n'a pas réussi à le soutenir ». Je vais avoir des narrations qui vont expliquer que c'est un bon à rien, qu'il n'avait pas qu'à dépenser tout l'argent en alcool, etc. Et les individus sont très forts comme ça pour produire des narrations qui peuvent être parfois, au moins en apparence, contradictoires. Et en fait, ces conflits de narration se font sur la base justement de quelle est la partie du réel qu'on a sacrifiée. Et fort de ce constat, la question qui va se poser, c'est est-ce que toute relation d'altérité ne se base pas sur un fond culturel, lui-même basé sur un meurtre fondateur? Dit autrement, est-ce que quand on gratte dans toute relation d'altérité avec un autre être humain, est-ce qu'on n'est pas en train de continuer à propager des schémas basés sur un meurtre? Sur un meurtre physique d'un individu ou sur un meurtre de tout un pan de la réalité qu'on va sacrifier, et c'est pour ça qu'on appelle ça justement la théorie sacrificielle. Parce que quand vous regardez bien, en fait, toutes les traditions sont basées comme ça, sur ce type de sacrifice. Le prince tente maintenant d'arracher un des bras de la princesse comme le veut la tradition. La princesse hurle de douleur. Tout le monde retient son souffle. Ça y est, le bras est arraché. Tout est revenu à la normale au Canada. Les traditions ancestrales sont une fois encore honorées. Oui, le prince enfonce le bras de la princesse dans son cul. Voilà qui est fait. Il en a enfoncé un bon morceau. Quel beau jour pour le Canada. Et par conséquent, pour le monde. En termes de neurosciences, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que récemment, il a été mis en évidence ce qu'on appelle des Rose-Ships neurones. En clair, enfin en simplifié en tout cas, ce sont des neurones qui sont spécifiquement des neurones inhibiteurs, dont le but, enfin en tout cas dans la fonction, est d'inhiber donc justement d'autres larges réseaux de neurones. Et ce sont des réseaux de neurones qu'on ne retrouve pas chez les grands singes, chez les dauphins, etc. et dans les autres mammifères dits supérieurs. Ça pose quand même une question qui est que est-ce qu'une des choses qui a permis l'émergence des civilisations humaines et qui a fait justement que les singes et autres primates restent à des degrés embryonnaires voire pré-civilisationnels, est-ce que ça n'est pas justement cette capacité humaine à inhiber, à sacrifier, à exclure tout un pan du réel? En fait, ce meurtre fondateur, qui donc est la base de la notion de culture, est le premier symbole d'un système de représentation culturelle.
C'est ce qui va faire et permettre la transition justement entre le domaine éthologico-biologique et le domaine culturello-mémétique. En gros, comment est-ce qu'on va passer de l'essence à la culture grâce à ce symbole. Et par la suite, tous les rituels du monde ne seront jamais que des émanations, que des reflets, que des échos de ce meurtre ritualisé primordial. Ça veut dire que dès que, par exemple, quand je vous dis bonjour, qui est un rituel, quand je vous dis bonjour, je suis en train de vous dire « Salut, je ne vais pas te tuer ». Puis tu vas apprendre à dire bonjour. Pardon ? Je dis que tu vas apprendre à dire bonjour. La chose la plus importante dans la vie. Si tu dis bien bonjour, t'as fait la moitié du chemin. C'est ça que je suis en train de vous dire. Je m'identifie comme individu qui ne va pas rejouer, remettre en scène avec vous cela lorsque je vous dis bonjour. Et de la même façon, absolument tous les rituels sont des échos de ce meurtre fondamental. Et René Girard nous apprend que pour qu'un meurtre fondateur, justement, soit un bon meurtre fondateur, c'est-à-dire permette la construction sur sa base, sur son sacrifice de toute une socioculture, il faut qu'il soit inconscient. Il aime qu'on lui mente le peuple. Parce que si jamais il est conscient, les différents individus se repèrent les uns les autres comme étant tous des meurtriers, et ça ne fournit pas cette espèce d'image de soi et des autres comme étant non violent. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'occulter ensuite, de refouler, de dénier l'existence de ce meurtre, de cette violence fondamentale en nous, de sorte à pouvoir créer vis-à-vis les uns des autres une espèce d'illusion comme quoi nous sommes en sécurité ensemble, alors qu'en fait nous sommes tous des meurtriers de fait. Ce meurtre fondamental va être appelé par René Girard justement la théorie du bouc émissaire. Le bouc émissaire, donc c'est le bouc qu'on charge de tous les malheurs de la société, de tous les malheurs de la communauté. Et en fait, cet individu qui au départ faisait partie de la communauté et de la société, avait forcément une espèce de caractéristique qui le rendait, à la fois il appartenait mais il était un peu différent. Il peut être malade, il peut être difforme. I am not an animal. I am a human being. Il peut être étranger, il peut être n'importe quoi, mais il faut qu'il ait quelque chose qui soit à la fois comme nous tous, de sorte à ce qu'on puisse le reconnaître comme membre du groupe, mais quand même suffisamment différent pour que ce soit comme une évidence que s'il y a quelqu'un qui est quand même un peu pas comme nous, c'est lui. Un traître de Sarrazin se trouve ici, séant. Un traître de Sarrazin, clames-tu ? Oui. Si vous permettez, sire, ne gâchons pas ces joyeux festins par quelques broutilles remarques. Et à partir du moment où on est dans cette logique-là, le choix du bouc émissaire va pouvoir être fait, et il faut qu'il soit fait sous le seuil de conscience. Ça, c'est important. Le mot bouc émissaire en français, la notion bouc émissaire en français, elle provient de la fin du XVIe siècle. Ça a été lorsqu'on a arrêté de brûler des femmes en sorcellerie que le terme est arrivé. Et ça, c'est très intéressant, parce que le fait que le terme arrive nous a permis de penser la chose. Vous savez, ça c'est le contrôle de la langue et des cerveaux par la sémantique, c'est Orwell, etc. Si vous modifiez la langue de quelqu'un, vous modifiez sa manière de penser. Le langage conditionne la pensée dans un sens comme dans l'autre. Créer des nouveaux mots, c'est s'autoriser la possibilité de penser des choses que le langage ne nous permettait pas de penser. C'est pas pour rien que tous les penseurs font des néologismes, évidemment. C'est pour ça que tous les systèmes totalitaires, justement, essaient de créer des mots, essaient aussi d'en interdire d'autres et de créer des connotations émotionnelles négatives, notamment ou positives, mais surtout négatives vis-à-vis de tel ou tel terme pour contrôler la pensée. Bon. Et c'est lorsque les êtres humains au Moyen-Âge ont commencé à se rendre compte qu'ils étaient en train de créer justement des boucs émissaires en brûlant les sorcières, ils ont été capables de créer le mot, ils ont été capables de le penser, et parce qu'ils ont été capables de le penser, ils se sont mis justement à arrêter et à fonctionner autrement. Ça ne veut pas dire évidemment que la logique de bouc émissaire a disparu au XVIe siècle, mais ça veut dire qu'elle a considérablement diminué, on commençait à rentrer dans les Lumières, etc. Et donc ça a permis donc une hausse de la conscience des choses. C'est une gigantesque brisure narcissique que de réaliser le mécanisme du bouc émissaire. L'humanité a été confrontée à d'intenses brisures narcissiques
narcissique. Hein. Au départ, on pensait que la Terre était au centre du monde. Déjà, on s'est pris que non, en fait, on tournait autour du Soleil. Il y a Freud qui a rajouté derrière le fait qu'on pensait qu'avant on avait la volonté, etc. Et qu'en fait, non, on a notre inconscient. Enfin, c'est pas tout à fait exact, parce qu'au Moyen-Âge, on n'était pas censé avoir une volonté, on était l'instrument de Dieu, mais enfin en tout cas voilà, l'humanité s'est pris comme ça énormément de claques, et ça c'en est une gigantesque, et c'est pour ça que d'ailleurs quand on est en vide de soi profondément, c'est très difficile de reconnaître cette logique du bouc émissaire, parce que ça demande justement d'avoir une estime de soi déjà suffisamment installée pour reconnaître que oui on est violent, que oui on continue de perpétuer par chacune de nos actions ritualisées des échos de ce meurtre fondateur. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, ça, dans la théorie de René Girard, c'est qu'il propose une espèce de christianisme réactualisé. Oui, parce que avant Girard, le christianisme était quand même perçu depuis les Lumières comme quelque chose qui était uniquement pré-rationnel, plafonné. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Girard arrive et propose une vision déjà rationnelle du christianisme, puisque scientifique, pouvant être réfuté, enfin conforme à tout ce qu'a dit Popper, etc. Et que sur cette base, il propose ensuite justement une réunification du conflit mimétique rationnel, pré-rationnel, que j'avais déjà évoqué dans la vidéo sur la zététique, nous proposons ainsi une vision transrationnelle de la chrétienté, et je trouve ça extrêmement intéressant de sortir du conflit mimétique entre la science et la religion. Parce que s'il y a un principe fondamental dans la pensée moderne, qui est peut-être le plus odieux, et qui au fond nous suit depuis le début du XIXe siècle, c'est que ce qui est bon et ce qui est vrai sont deux choses forcément séparées. Et ce mécanisme, c'est ce que René Girard, justement, va proposer comme interprétation de ce qu'on appelle le péché originel. Mais attention, c'est un péché originel, ce meurtre originel, c'est un péché originel qui n'appelle pas une quelconque culpabilité. Ça, ce serait typiquement une réaction pré-rationnelle, la culpabilité. C'est simplement une invitation à mettre de la conscience. C'est une invitation à essayer d'être déjà conscient de la logique sacrificielle, et pourquoi pas d'en sortir. À ce jour, dans ma pratique, et qui est de plus en plus influencée par René Girard, je n'ai jamais vu un seul être humain qui me regardait droit dans les yeux et me dire « si, je veux du sacrifice ». Je n'en ai jamais vu. Je suis ouvert à l'idée que ça puisse exister, mais je n'en ai jamais vu. J'ai vu des êtres humains qui avaient peur. J'ai vu des êtres humains qui ne savaient pas comment faire. Mais par contre, dès qu'on leur montrait qu'il y avait une autre voie, une autre alternative, ils y allaient. Ils y allaient soulagés de pouvoir sortir de ça. Voilà, mais c'est évident que ça demande du courage, ça demande une paire de couilles, une paire d'ovaires. Ça demande vraiment de regarder en face sa propre violence, la violence du monde, etc. et d'essayer lucidement et humblement d'y faire face. Une des choses que j'ai trouvé vraiment intéressant, ça a été de voir le changement d'avis de René Girard sur la possibilité que nous avions de sortir de la logique sacrificielle. Lorsqu'il avait une quarantaine d'années, il était plutôt pour le fait qu'on puisse en sortir, et puis à la fin de sa vie, il avait beaucoup plus de doutes. Alors j'ai mis au moins deux hypothèses que je vous propose là pour essayer d'expliquer ce changement d'avis au fur et à mesure de sa vie. La première hypothèse, c'est la théorie des niveaux de réalité. Dans la théorie des niveaux de réalité, on sait qu'on a accès à des stratégies qui permettent de sortir de la logique sacrificielle que dans des niveaux de réalité extrêmement complexes qui ne sont touchés du doigt que par très très peu de personnes sur la planète. Moins de 5% arrivent à le vivre, en faire l'expérience et encore ponctuellement. Donc ça vous donne une idée du fait que c'est vraiment pas simple pour énormément de gens. Et que je ne sais pas si René Girard avait connaissance de cette théorie, mais j'en doute, et donc il est normal qu'au bout d'un moment, par manque de moyens justement techniques concrets pour transmettre les stratégies non sacrificielles, il ait commencé à se poser des questions. Une autre possibilité, c'est que très souvent au début de notre vie, on est dans une énergie plutôt, on va dire yang, plutôt montante, comme ça, on est plein d'énergie, on a envie d'avoir des objectifs, d'accomplir des trucs, d'y aller. Et il est classique en vieillissant qu'on prenne conscience de son impuissance, qu'on prenne conscience de ses limites, et qu'on passe de plus en plus vers une forme d'écoute, de réception, vers quelque chose de plus yin. Et que c'est assez normal du coup qu'il soit passé d'une étape à une autre au fur et à mesure. En fait, je crois qu'au final, ça nous renseigne plus sur René Girard lui-même que sur la possibilité que nous avons de sortir de la logique sacrificielle. En tout cas, je trouve que ça invite à quelque chose, ça invite à une forme d'humilité profonde vis-à-vis de ça, et ça invite à une forme de foi. Mais une foi mêlée d'humilité, pas une foi aveugle, pas une foi mêlée de certitude alors qu'on n'en a pas fait l'expérience soi-même. Mais moi, ce que je crois savoir, pour l'avoir expérimenté de façon vraiment redondante, et pour pouvoir le réexpérimenter très facilement, avec certaines personnes en tout cas, c'est qu'il est possible d'avoir des relations non sacrificielles, et je crois,
parce qu'on m'en a témoigné de certaines personnes qui ont fait certains de mes séminaires, qu'il est possible de mettre en place justement des apprentissages, des stratégies, tout comme on peut se former par exemple à la communication non violente. En CNV, vous avez la girafe et le chacal, par exemple. Ce sont deux images pour débutants. Vous avez la girafe qui fait de la CNV, le chacal qui n'en fait pas. Mais vous voyez bien là qu'on coupe comme ça le monde en deux et qu'on recrée un conflit mimétique. Bon, c'est un conflit mimétique pour débutants. C'est une façon de parler. Parce qu'au bout d'un moment, en communication non violente, on apprend qu'un chacal, c'est simplement une girafe qui a un petit défaut d'élocution. Mais encore, on est encore en train de dire un défaut. Donc défaut, on est encore dans le conflit mimétique. Donc c'est pour ça que pour moi la CNV est une bonne première approche, mais en fait elle va permettre ce qu'on peut appeler, si on l'intègre bien, si on intègre bien l'outil, elle peut permettre d'ouvrir ce que j'appellerais une transrationalité sacrificielle. Mais très très souvent on reste encore dans le sacrificiel en CNV, même si on se rapproche et que ça permet de préparer le cerveau pour faire de son système nerveux un terreau fertile pour des approches réellement non sacrificielles. Et il y a un énorme piège qui bloque quasiment toute chance de faire ce type de travail, c'est le fameux 8 mai. J'ai fait une vidéo sur le 8 mai, qu'en général je ne mets que sur qui est réservé aux membres de la page Facebook Hypnomachie. Si vous la voulez, vous me demandez, je vous donnerai l'URL. Mais ce qui est clair, c'est que quand vous dites 8 mai, le cerveau n'est pas dans une configuration qui permet à une logique non sacrificielle de pouvoir avoir lieu. C'est-à-dire que c'est même pas la peine de jouer, c'est 8 mai, c'est encore, en fait, c'est recréer rituellement cette exclusion symbolique fondamentale. C'est encore ritualiser sa communication avec l'autre sur base sacrificielle, et donc ça ne va pas être un terreau qui va permettre à une logique non sacrificielle de voir le jour. C'est une variante de la réactance limbique. Alors effectivement, tout est à créer en fait. Dans une logique non sacrificielle, tout est à créer ou à co-créer. C'est justement, dans les textes, vous avez mon royaume est ouvert à ceux qui garderont l'esprit comme des enfants, ou à ceux qui seront intérieurement comme des enfants, c'est la même idée. Alors effectivement, on pourrait penser à des artistes, typiquement, mais si vous regardez bien, énormément d'artistes sont artistes depuis une logique sacrificielle, c'est-à-dire qu'ils sont artistes. Oui, les artistes ont sauvé l'enfant intérieur qui est en eux, ils l'ont maintenu comme un enfant, avec le cœur pur comme un enfant, mais en général, ils sacrifient le réel, c'est l'archétype, vous savez, de l'artiste qui est obligé de faire un petit boulot de merde pour bouffer, parce qu'en fait, c'est le prix que ça lui coûte de sauver son petit enfant. Mais non, sacrifier l'extérieur, c'est aussi de la logique sacrificielle. Donc l'idée, c'est les deux, c'est de dire oui au monde extérieur, dans tout ce qu'il a de dur, dans tout ce qu'il a d'implacable, dans tout ce qu'il a voilà, c'est l'aspect sans concession de la démarche scientifique, qui dit ok, les données ne correspondent pas à mon hypothèse, ok, j'abandonne mon hypothèse, etc. C'est cette soumission au réel de la démarche scientifique, mais tout en gardant la pureté de son enfant intérieur. C'est là où c'est particulièrement difficile. Et c'est là où chaque personne va plus ou moins pencher d'un des deux côtés de cette dichotomie. Il y en a d'autres, évidemment. Malheureusement, il est classique, je le vois dans certains commentaires, dans certaines interventions, d'entendre toute cette proposition-là avec le système 1. Mais vous pensez bien qu'on ne fait pas de logique non sacrificielle avec le système 1. La logique non sacrificielle est tellement complexe qu'elle demande d'utiliser aux êtres humains leur plein potentiel, les couches cérébrales qui les séparent justement des mammifères à un endroit, parce que sinon on n'y arrive pas. Justement, il y a des gens qui disent « Ouais, mais quand tu fais ça, tu recrées un conflit mimétique avec les mammifères. » Non, justement, c'est bel et bien à ce 8 mai que je fais référence là. Ça n'est pas possible, c'est passer à côté du message. C'est-à-dire qu'avant d'entendre ce message, il faut déjà créer un cerveau qui est en capacité, en condition de pouvoir l'entendre. Et ça, c'est déjà un énorme travail. En fait, c'est retomber dans le piège de la réciprocité fondamentale dont j'avais parlé tout à l'heure. C'est une forme de pulsion régressive, en fait. C'est ce truc qui dit, oui, mais si jamais toi tu me dis que t'es dans une forme de non-sacrificialité, et que moi je sens que je suis dans une logique sacrificielle à plein d'endroits de ma vie, mais alors ça veut dire qu'on n'est pas ensemble, ça veut dire que toi et moi on est différents. Et là il y a un truc grégaire qui dit différent. C'est le même truc que quand on voit quelqu'un qui est pas de son ethnie dans la rue, il y a un truc comme ça, vous voyez, c'est vraiment des réflexes comme ça, archaïques, dont j'avais parlé dans la vidéo sur le racisme. C'est en fait une peur de la solitude et une peur de prendre sa propre responsabilité face à la vie et à l'existence. De son caractère de créateur de sa vie et de créateur de l'univers autour de soi. C'est extrêmement flippant, parce qu'effectivement, prendre cette responsabilité, c'est vivre sa solitude. Et ça, le cerveau limbique, pour lui, solitude égale danger, puisqu'il a été programmé par des millénaires d'évolution pour être avec les autres, parce qu'il fallait mieux être avec les autres et avoir tort et adorer des idoles, qu'être tout seul, mais essayer de ne rien sacrifier.
Et là encore, c'est subtil, parce que là, dans la façon que j'ai de l'exprimer, je réintroduis un conflit mimétique entre ceux qui ont des idoles et les autres. Mais il faut bien entendre au-delà de ça, justement. Et c'est là où il y a un véritable effort à faire. J'espère que vous voyez la mise en abîme délicieuse de ce procédé, et qui est un des principaux obstacles pour entendre et pouvoir arriver à un endroit où on peut se comporter de façon non sacrificielle, intérieurement comme extérieurement. Mais cette peur-là, grégaire, limbique, fondamentale, en fait, quand on pousse plus loin son investigation, en fait, la peur est essentiellement, pas totalement, mais essentiellement, la peur de la violence mimétique. Au bout d'un moment, on apprend à distinguer comme ça deux types de peur, la peur psychologique et la peur physique. La peur physique, de toute façon, il est dans l'ordre des choses qu'elles ne disparaissent pas. C'est la peur du prédateur, c'est la peur je sais pas, il y a du tonnerre derrière, on se dit oh là là, il faut pas que je reste comme ça à découvert. C'est la peur de la nature, en fait, des forces de la nature. Ça, j'ai rien à dire là-dessus, et de toute façon, elle est hors sujet par rapport à notre propos ici. Par contre, toutes les peurs psychologiques, elles, proviennent essentiellement de la peur de la violence mimétique, de la peur de la violence des autres. Parce qu'aujourd'hui, la peur de la nature, bon, oui, d'accord, mais au XXIe siècle, l'être humain, il est relativement bien équipé face à la nature, à moins qu'il vive effectivement dans des natures sauvages, où là, il peut vite redevenir proie. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est une peur qu'on vit relativement peu souvent. Et voilà. Et donc, en fait, c'est cette peur de la violence mimétique potentielle des autres membres de la communauté qui va créer et générer notamment la notion de tabou, qui, pour la petite anecdote, vient du polynésien tabou, qui désigne le flux menstruel. Donc c'est intéressant parce qu'on est face là à c'est quasiment une double contrainte fondatrice de toute culture en fait. On est face à des individus qui disent, voilà, j'ai peur de la violence mimétique, donc de la violence des autres, et pour me protéger de la violence mimétique, je vais me grouper avec les autres. Vous voyez la double contrainte terrible? Et cette double contrainte, elle est justement résolue, ou en tout cas, c'est pire, on se raconte qu'elle est résolue par le mécanisme du bouc émissaire, alors qu'en fait ça ne résout rien, justement. Et là, on est sur un des plus gros mensonges fondamentaux. Vous aviez Gurdjieff qui disait la psychologie, mais là c'est de l'anthropologie, mais c'est la même idée, qui disait la psychologie c'est l'étude des mensonges de l'homme. Voilà. Là on est en plein dans notre mensonge fondamental. Mais si on gratte un petit peu, ça ne tient pas debout, c'est totalement absurde. J'emprunte là une formule que j'aime bien à Carlos Tinoco, la force du nombre compense la fragilité du récit. Et donc, face à l'inefficacité justement de ces stratégies pour résoudre la peur, qu'est-ce qu'on fait quand on a une seule stratégie et qu'elle est inefficace? On augmente les doses. Et c'est comme ça qu'on va remettre en scène justement encore plus de rituels, encore plus de magie pour essayer justement d'atténuer la peur. Si vous regardez bien, en fait, c'est la même logique, par exemple, avec les personnes qui ont des TOC. Qui au départ, leur rituel, ça les aide à diffuser l'angoisse. Il est quelle heure là? Il est 3h10. T'es sûr? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. T'es sûr? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. T'es sûr? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. T'es sûr? Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. Ah merde, ça va pas. Plus de rituels, plus complexes, plus de rituels. C'est la même logique. C'est la même logique avec les personnes, par exemple, qui tombent dans la drogue. Au début, un petit peu de drogue, ça fait du bien, puis après, il faut augmenter les doses. C'est quelque chose... Dès que vous devez rentrer comme ça dans cette logique d'augmenter les doses, ça veut dire que votre stratégie ne fonctionne pas. Ça veut dire que vous avez pris une proto-stratégie où il faut mieux ça que rien, en fait. Et on va devoir faire, justement, ce que Václavic appelle faire plus de la même chose. Et ça, c'est le signe que ça ne fonctionne pas. Et dans les drogues, en fait, c'est particulièrement intéressant dans les drogues parce que, du point de vue de la théorie mimétique, en fait, qu'est-ce que cherchent les gens dans les drogues? Ils vont chercher une intensité de l'expérience, qui en fait est l'intensité ressentie par les fondateurs lors du meurtre primordial. Le moment où on fait ce meurtre primordial, le moment où on tue, on se sent totalement vivant et dans une profonde sécurité. Et en fait, on va chercher les ombres, comme ça, de cette expérience primordiale dans les drogues. Et c'est absolument terrible. Je vous cite une petite réflexion que j'avais l'autre jour, je vous la partage avec vous. Comment asservir la nature à notre volonté? Le sacrifice fonde l'alliance entre les différents membres d'une communauté, crée le rituel, via ce que les psychologues, notamment Daniel Kahneman, ont appelé l'aversion à la perte. Vous savez peut-être que notre cerveau déteste perdre quelque chose. Par exemple, si jamais vous dépensez 10 € pour acheter quelque chose,
à partir du moment où il est à vous, et vous n'avez plus envie de vous en séparer, parce qu'il devient votre propriété. Ne pas gagner, ça va. Perdre quelque chose, c'est atroce. Et donc du coup, c'est... Comme on voit que le rituel ne tient pas, on se dit qu'il faut augmenter les doses, oui d'accord, mais ça veut dire que ça doit marcher puisqu'on l'a fait. C'est-à-dire que l'individu se retrouve dans une espèce de dissonance cognitive et ne peut pas abandonner le rituel comme solution, puisqu'il a toujours fait ainsi, qu'il a investi une quantité d'énergie colossale depuis sa plus tendre enfance dans le rituel, et que ça demande une force de caractère gigantesque de reconnaître le fait que le rituel n'a aucune efficacité face à la peur et à l'angoisse. Et on en arrive à une pensée auto-validante typique de la magie et des pensées dites primitives, qui est de dire c'est justement parce que le rituel n'a aucune efficacité qu'il est efficace. Et cette fuite en avant dans le fait de refaire plus de rituels alors que ça ne fonctionne absolument pas à un endroit, déjà c'est le biais de confirmation dans lequel tombaient tous les pré-rationnels, dans lequel justement ils essayaient de faire des rituels en espérant, je ne sais pas moi, faire tomber la pluie, obtenir telle ou telle chose du monde, et au fait ça marchait pas, mais c'est pas grave, il fallait faire plus de la même chose, donc comme disait Václavic. Et c'est aussi la base d'un certain nombre d'ordres qui enseignent encore aujourd'hui ces pratiques magiques, ésotériques, initiatiques, enfin pseudo-occultes, je devrais dire plutôt que ésotériques, magiques et initiatiques, comme par exemple les francs-maçons, les frères 3 points, hein, qui justement vont, par l'usage de ce sacrifice, parce que comprenez bien que les rituels, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout rituel, c'est remettre en scène le sacrifice primordial. Donc en fait, la franc-maçonnie, c'est quoi? C'est des rituels par-dessus des rituels et encore des rituels derrière. Donc c'est... En faisant ça, ils vont fragmenter le psychisme de l'individu. Ils vont le splitter, justement. C'est pas pour rien que, justement, au tout départ, on demande aux francs-maçons de prêter serment et de dire, voilà, si jamais vous révélez les secrets de l'ordre, vous consentez à ce qu'on vous coupe la gorge. Vous consentez à ça. Aimer mes frères et mes sœurs. Et de les aider. Et de les aider. Par mes conseils et mes actions. Par mes conseils et mes actions. Je jure solennellement tout cela sans évasion. Je jure tout cela sans évasion. Sans équivoque. Sans équivoque. Ou réserve mentale. Ou réserve mentale. Sous peine. Sous peine. Si je devais y manquer. Si je devais y manquer. D'avoir la langue arrachée. D'avoir la langue arrachée. Et la gorge coupée. Et la gorge coupée. Et d'être jugé. Et d'être jugé. Comme un individu dépourvu de toute valeur. Comme un individu dépourvu de toute valeur. C'est-à-dire que c'est une aliénation de l'individu de sa propre pulsion de vie qui va avoir envie de se débattre, qui va envie de dire, ben non, tu me tues pas. Donc dès le départ, quand on rentre là-dedans, j'en reparlerai dans des vidéos à venir, dès le départ, on se coupe de soi, dès le départ, on accepte de rentrer en transe là-dedans. On n'est pas un être humain rassemblé, unifié, mais dès le départ, on coupe en deux. C'est aussi le sens du symbolique du damier, par exemple, avec le blanc et le noir. Tout est fait, justement, pour couper, pour splitter, on est dans on est dans la dualité, en fait, dans cet univers-là. J'ai goûté moi-même à ça, dans ma chair, j'ai expérimenté les états modifiés de conscience que permettait d'avoir un psychisme comme ça fortement fragmenté, hein. C'est une voie sans issue. Mais c'est le propre de toute pratique magique, de toute pratique de type goétie, thaumaturgie, etc., que d'encourager ça. Et à chaque fois que vous êtes dans cette relation avec, entre guillemets, Belzébuth, le diable, c'est pas une entité machin, c'est juste deux, diable, diabolique, c'est juste deux. Dès que vous êtes dans un truc comme ça avec une dualité, vous avez forcément un sacrifice. Et là, on n'est plus du tout dans une vision où on croit à la magie comme un pré-rationnel, où on pense qu'on va, je sais pas quoi. C'est beaucoup plus simple que ça, c'est beaucoup plus essentiel que ça. Et c'est pour ça que je disais dans une autre vidéo que l'hypnose était ontologiquement sacrificielle et qu'on pouvait faire autrement. À ce stade de mon exposé, vous pourriez entendre que je vous dis en gros qu'il y a deux pilules, la rouge et la bleue, la bonne et la mauvaise, etc. et que je vous invite à faire un choix. Ben non, justement, c'est pas ça que je dis. Ça, c'est encore le système limbique qui l'entend de façon binaire, glop, pas glop, parce que c'est ça qui fait le système limbique, c'est agréable, désagréable, il va prendre son choix selon ça. C'est pas le propos. Si jamais vous l'entendez comme ça veut dire que vous n'êtes pas en train d'utiliser le cerveau d'une façon où vous pouvez ne serait-ce que entendre le message. Ça veut dire qu'on en est encore au niveau préparatoire du cerveau. C'est pas grave, le système nerveux, il a le droit de vivre, il est ok, j'ai aucune critique à faire. Je dis juste que si vous voulez entendre ça, il faut préparer le cerveau. Point. Je ne porte aucun jugement là-dessus. Le cerveau limbique, c'est formidable. Je m'en sers en permanence. J'aime mon système limbique. J'aime votre système limbique. Il n'y a pas de problème. Je dis juste que si vous voulez entendre ce discours,
si vous entendez ça, c'est que vous entendez pas le discours, c'est très clair. Parce que c'est quelque chose qui est tellement complexe, tellement difficile à entendre, qui engage tellement tout l'être, que, contrairement à ce que nous fait croire certaines idéologies des Lumières qui voudraient que tout le monde peut tout comprendre tout le temps, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je veux dire, il y a certaines équations, si on vous les balance comme ça, vous ne comprenez rien. Et ben là, c'est du même ordre. Il est faux de dire que tout le monde peut tout comprendre tout le temps. Ça n'est pas vrai. Et là, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais là, tu dis que je suis splitté, mais toi aussi, t'es splitté. » Et là, c'est terrible, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le retour d'une forme comme ça de tentative de réintroduire la réciprocité. C'est une tentative, en fait, de se protéger d'une prise de conscience qui est « Et si lui ne l'était pas, et moi, oui ?» C'est une variante de l'image comme ça des deux grenouilles et du puits. Vous savez, une grenouille qui est au fond du puits, une autre qui arrive par-dessus, qui dit « Ah, t'es pas allé trois là-dedans ?» Qui dit « Bah non, attends, j'ai tout mon puits quand même. Mais viens voir la mer, sinon. » C'est super grand la mer, mais grand comme la moitié de mon puits. Ah non, beaucoup plus. Comme tout mon puits. C'est à un moment donné, on a une incapacité à penser au-delà. On en avait déjà parlé dans la vidéo « Penser l'impensable hein, », etc. Mais ça demande déjà une certaine préparation du système nerveux, le fait de reconnaître qu'il y a quelque chose qu'aujourd'hui je suis incapable de concevoir. Pourtant, si vous avez un domaine d'expertise dans un domaine, bah, vous avez fait l'expérience que, entre le moment où vous étiez totalement néophyte et le moment où vous avez été réellement expert dans ce domaine, bah, vous aviez des réalités que vous n'arriviez même pas à concevoir. Si vous êtes expert de sécurité informatique, vous voyez bien que le néophyte, il n'y comprend rien et qu'il ne se rend même pas compte des enjeux qui se jouent, par exemple, etc., etc. Pareil, si vous êtes expert en nutrition, si vous êtes expert en n'importe quoi, vous vous rendez compte qu'il y a des choses mais qui dépassent l'entendement du néophyte. Ben, c'est la même mécanisme qui est à l'œuvre ici, dans le domaine de la non-sacrificialité des choses. Ce qui est particulièrement important, c'est que ça, par contre, ça touche tous les domaines de la vie et de l'existence. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas sortir de cet état de division, de dissociation de soi avec des méthodes comme l'hypnose ou la PNL. C'est simplement pas possible. Pourquoi ? Parce que dans toutes ces méthodes, vous avez toujours une base qui est l'idéal du moi. C'est ce que les coachs, disent quand ils disent devenir une meilleure version de vous-même. Il y a toujours soi et l'idéal du moi, état présent, état désiré, définir des objectifs. Et toutes ces méthodes-là, justement, se basent là-dessus. Et moi, ce que je dis, c'est que si ça peut faire du bien à très court terme, comme un rituel peut faire du bien à très court terme, au bout d'un moment, il faut augmenter les doses, et à terme, c'est une voie sans issue. On ne peut pas dépasser un certain niveau de conscience, et on ne peut pas atteindre des logiques non sacrificielles avec ces méthodes. Voilà. Ça peut être une béquille, tout comme l'alcool peut être une béquille un lendemain de rupture. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Mais vous vous rendez compte de la qualité de la béquille. Et c'est un piège malheureusement classique dans tout le domaine du développement personnel et de la spiritualité. Mais comme dirait René Girard... Le tout, c'est d'être conscient et très réaliste. Alors après, il y en a qui vont dire « Oh, mais alors qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois lire la Bible, lire René Girard ? Qu'est-ce que je dois faire ? Etc. » Déjà, observez, je vous invite, si vous voulez, faites ce que vous voulez, mais à observer comme ça que le maître intérieur, il est à l'intérieur de soi. Alors au départ, effectivement, on n'y croit pas. En fait, il est déjà là, mais on s'en rend pas compte. On le voit pas. Alors déjà, ça demande d'essayer d'affermir ça. Bon, parce que reconnaître un maître à l'extérieur, c'est jamais qu'un reflet du maître intérieur. Puis vous regardez l'autre, puis vous regardez soi, vous dites « Ah ouais, si, ça colle ». Mais en fait, le maître à l'extérieur, que ce soit dans des livres, que ce soit dans des vidéos, que ce soit dans des propos, dans des citations, n'importe quoi, ou même dans la nature, il n'est jamais que le reflet de vous-même, parce qu'à un endroit, il n'y a pas de différence entre soi et l'autre. Bon. Et ensuite, c'est une invitation à y aller avec une infinie douceur, une infinie humanité. Je veux dire, il y a un gros piège, c'est d'essayer de se créer un nouvel idéal du moi unifié. Dire, ah, c'est ça que je veux être, c'est ça que je dois être. Ça, c'est encore des histoires pour adolescents qu'on se raconte. Moi, ce que je vous invite, c'est à être unifié dans notre séparation, à être unifié dans notre dualité, voilà, on peut être unifié dans le fait d'être splitté. C'est ok. On a des traumatismes, on a une histoire de vie, ça nous a splitté, ça nous a traumatisé parce qu'on s'est dissocié, on s'est mis en transe de dissociation. Mais on peut être unifié avec sa transe de dissociation à un endroit, justement. Il ne s'agit pas d'essayer de la résorber, parce que là, on est encore dans le faire, justement. On n'est pas dans une certaine réceptivité à un endroit. Et c'est le sens d'un symbole, comme par exemple l'étoile de David, ou de certains principes comme ça en hermétisme, qui disent justement ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est justement, c'est reposer la pomme. C'est ce qui est, c'est Aristote, c'est Parménide, c'est ce qui est, c'est tout. Parce que sinon on est en enfer, quoi. Hein. Si on est dans cette comparaison, on est en enfer. Enfer, ça vient de inferno, hein. C'est ce qui est en dessous. Hein. C'est d'arrêter de mettre des choses au-dessus et des choses en dessous. Voilà, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des échelles de valeur, des choses, c'est très bien d'avoir des échelles de valeur. Les échelles de valeur, c'est ce qui crée justement de la valeur et qui va créer de la dualité en nous. Bon, c'est ok. Voilà, on peut être unifié avec sa division.
Parce que depuis la nuit des temps, si on se fait piéger comme ça dans ce en haut, au milieu, en bas, depuis la nuit des temps, les êtres humains ont essayé de faire des cartes des royaumes célestes, ont essayé de faire des cartes des enfers, et puis des cartes de justement la terre des hommes, et ça a entraîné des guerres, des massacres, des querelles absolument terribles dans l'histoire de l'humanité. Vous avez par exemple le débat entre les iconoclastes et les iconodules. C'était un débat qui a eu lieu comme ça, justement, enfin qui a été tranché par le deuxième concile de Nicée en 787, qui opposait en fait des individus qui étaient pour adorer en fait des représentations de Jésus, la Vierge Marie, etc. Et des gens qui disaient non, c'est un veau d'or en fait, c'est une icône. Et il ne faut pas adorer les icônes. Et en fait, ça a été tranché en distinguant. Est-ce que c'était adorer l'icône, c'est-à-dire, je sais pas, sa petite photo de Jésus, là, sa petite représentation, enfin peut-être pas en 787 une photo, mais d'adorer comme ça sa petite photo de Jésus et de dire oh oui Jésus comme ça, ou là oui c'est de l'icône, parce que c'est de l'iconie, parce que là je me concentre sur le doigt et j'oublie la lune, je regarde plus la lune pour reprendre des mots que j'utilise fréquemment, alors que si jamais quand je regarde l'icône ça m'aide à me relier à ce qu'il y a derrière, là on n'est pas en train de sacrifier quoi que ce soit, hein. Et c'est pas un hasard si j'utilise autant dans mes communications, justement dans les commentaires Facebook ou en bas dans YouTube les commentaires de vidéos, ce doigt et cette lune qui représente tellement justement ces réactions limbiques de personnes qui pensent avoir entendu et compris le message, mais qui en fait montrent qu'ils ne l'ont pas compris parce qu'ils remettent en scène encore et encore cette logique sacrificielle. Et donc, disais-je, de tout temps, les hommes ont essayé comme ça de cartographier donc les bas mondes et les sphères célestes, hein. Vous aviez Denis l'Aéropagite qui a identifié ainsi donc différents plans de la hiérarchie céleste, hein, les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les principautés, les archanges, les anges, etc. Vous aviez d'autres ouvrages, comme par exemple le Pseudo-Monarchia Daemonum, qui cartographiait comme ça entre 69 et 72 démons qui contrôlaient des légions qui, pour la petite anecdote, renvoie justement à des individus dont le psychisme est splitté. Et donc ces démons, hein, qui variaient en nombre selon les ouvrages, donc voilà, répondaient au nom de Bélial, Morax, Baal, Valfor, André Elphus. On a vraiment l'impression d'être dans une partie d'Innominé Satanis. Mais c'est quand même intéressant parce que ça rejoint d'un certain point de vue, ce sont des narrations qui rejoignent les notions d'entité viscérale, d'entité psychique, de la médecine chinoise, de l'acupuncture, etc., qui sont des espèces qui sont censés être des espèces de personnifications de forces extérieures qui habitent les êtres humains. On rejoint aussi la notion de mème et aussi certaines notions justement qu'on retrouve dans l'exorcisme, puisque, alors je ferai une vidéo sur l'exorcisme bientôt et sur les états hypnotiques dans certaines cultures justement en lien avec toute la tradition de l'exorcisme, mais on retrouve ça notamment beaucoup au Moyen-Orient avec les djinns qui prennent possession des gens, etc. Je vous rappelle encore qu'aujourd'hui dans chaque diocèse catholique il y a un prêtre exorciste. De tout temps, les êtres humains ont produit des narrations autour de tous ces phénomènes. Bon, mais je trouve ça intéressant d'accepter, d'accueillir ces narrations hors du conflit mimétique, justement pré-rationnel-rationnel, pour essayer de voir qu'est-ce qu'elles ont à raconter d'intéressant. Plus on aime l'ordre social, plus on va créer des boucs émissaires qu'on va donc exclure, et en fait, quelque part, c'est une entité lisse. C'est-à-dire, plus on aime l'ordre, plus on va créer du chaos, plus on va créer des exclus, plus on va créer quelque chose d'absolument terrible. Et c'est aussi un sens un petit peu plus fin d'une maxime qu'on retrouve notamment chez les maçons, qui est donc ordo ab chaos, l'ordre par le chaos. Mais c'est le yin et le yang d'un même mécanisme, si vous voulez. Voilà, dès qu'il y a création d'ordre, il va y avoir création de chaos. Dès qu'il y a création de lumière, il va y avoir création d'ombre. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous sort d'une perspective souvent mal comprise qui est de la notion biblique de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Souvent, aujourd'hui j'ai remarqué que c'est souvent scotomisé, c'est souvent simplifié sous le nom de arbre de la connaissance, comme s'il ne fallait pas connaître. Mais non, c'est pas ça qu'il est dit dans le texte, il est dit arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc en fait, c'est ne juge pas, et d'ailleurs ça rejoint d'autres parties du texte, hein, ne juge pas de peur d'être jugé, etc. Et c'est ne juge pas le monde en termes de bien et de mal. Donc en fait, c'est une invitation à se libérer du limbisme, et ça rejoint totalement la vidéo sur au-delà du bien et du mal que j'avais déjà faite. Très très souvent, la figure de Lucifer est présentée comme étant le porteur de lumière, celui qui amène la connaissance mentale là-haut justement, et donc là on est encore dans une dualité entre le limbique et le mental. Non, je crois que c'est intéressant de le voir comme étant le porteur de lumière, de celui qui apporte la pensée qui est suffisante pour cesser de penser.
Et là, ça rejoint justement le zen, ça rejoint le wu-wei, ça rejoint les traditions orientales, parce que je vous rappelle quand même que je l'avais déjà dit, mais le but de la pensée, c'est de ne plus penser. Et là, il n'y a plus de dualité à cet endroit-là, justement, entre le blanc, le noir, l'ordre, la lumière, etc., entre Dieu et Lucifer. Et on est au-delà de ce dualisme très rationnel, justement, qui récupère les textes avec le système 1. Mais malheureusement, les hommes sont très, très, très forts pour réintroduire de la mimésis dans les rapports humains. Je veux dire, vous avez qu'à voir les commentaires donc, de mes vidéos, notamment les vidéos qui parlent de politique un petit peu. Et voilà, et on retrouve pléthore de oui mais, justement, qui est donc une manière de réinjecter du conflit mimétique. Au lieu d'avoir des gens qui arrivent et qui disent « Ah, bon, mais alors attends, toi, tu as exprimé à un moment donné tel point de vue, bon, moi, j'ai tel autre point de vue, bon. Alors attends, comment est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour que ça coexiste, etc. » Mais j'en ai pas un seul qui m'a abordé la discussion avec cet angle de vue, justement, non sacrificiel. Pas un seul. Et pas un seul ne m'a demandé non plus, mais... dans quelle mesure ce que tu dis, c'est compatible avec moi, ce que je pense? Non, il y a une espèce d'habitude cognitive à penser les choses en termes d'opposition, alors que si vous comprenez mon travail, en fait, ce que je dis n'est incompatible avec absolument rien de ce que vous pensez. Mais je sais bien que c'est un petit peu comme ça que le mental fonctionne, dans cette espèce d'opposition dualiste un petit peu stérile. D'autant plus que la plupart d'entre nous ont été conditionnés à cette façon de penser, avec les fameux plans dialectiques de la philosophie, etc. Donc on a l'habitude comme ça d'opposer les contraires. Hein. J'ai une jolie citation comme ça de Marcelin Boule, comme ça en 1908, qui disait « N'est-il pas infiniment plus honorable de descendre d'un singe perfectionné que d'un ange déchu ?» On est toujours dans ce modèle dualiste, voilà, on compare. Et oui, ok, le mental fonctionne ainsi, la philo fonctionne ainsi, mais c'est pour ça que je n'arrête pas de répéter que la démarche que je vous propose avec Hypnomachie ne peut pas, par définition, se limiter au mental. Vous avez René Girard qui dit ça, comme ça, dans un de ses ouvrages. Il dit « Je ne suis pas assez logicien pour expliquer cela de façon purement abstraite, car je pense qu'il y a une sorte d'incompatibilité entre la philosophie traditionnelle et la théorie mimétique. » Ben moi, je suis assez logicien pour l'expliquer. C'est que si on en reste au mental, ben on crée que des coupes, parce que le mental ne sait que fonctionner comme ça. Le concept, c'est couper le monde entre ce qui relève du concept et du non-concept. C'est si une table est une table, alors une chaise n'est pas une table, etc. Et on est dans cette logique-là, et on ne peut pas faire autrement. Or justement, la théorie girardienne nous invite à aller au-delà, nous invite justement à rejoindre une pensée plutôt trialectique. On a été éduqué dans la dialectique hegelienne, là il est question de passer à une logique trialectique. Et c'est pour ça que les débats dans les commentaires Facebook m'emmerdent, c'est que les débats se basent toujours sur la logique dialectique. On est toujours dans une forme de oui, mais toi tu nana. D'ailleurs au passage, Satan, l'étymologie de Satan, ça veut dire l'accusateur. Donc dès qu'on a comme ça le doigt pointé, ouais mais toi tu... Machin, dès qu'on accuse comme ça de cette façon-là, dans une forme de débat, on est foutu. On est foutu du point de vue d'Hypnomachie et du travail de Girard. Donc... il y a des gens qui vont dire, en entendant ça, on peut pas faire autrement. Ça m'évoque une citation de François Brune qui parlait d'une forme de réalisme incontournable. Ça rejoint aussi la vidéo que j'avais fait sur l'épistémologie non dualiste, quand Bruno Latour parle du tour de passe-passe des modernes. C'est cette espèce de tentative hypnotique de dire que ça n'est pas la pensée qui est unique, c'est la réalité qui est unique. Et que la seule façon de la connaître, c'est par l'usage de la dialectique. Eh ben non, simplement non. La preuve, il y a d'autres façons de connaître le monde, et notamment par la pensée trialectique. C'est complexe parce qu'on a une véritable mise en abîme, parce que quand on fait de l'anthropologie, c'est l'homme et ses cadres culturels lui-même qui est sujet d'étude. Et donc du coup, on repart toujours dans des espèces de paradoxes, de récursivité à la Gödel, et on n'en sort pas. Et c'est ça qui est passionnant dans l'approche de Girard et dans l'anthropologie en général, évidemment. Mais ça cause vraiment de gros problèmes au niveau logique, et ça met justement la pensée rationnelle dialectique en échec, totalement face à elle-même. La trialectique, c'est une manière de déconstruire, si vous voulez, c'est une forme de déconstruction, mais pas au sens postmoderniste uniquement. Mais moi je sais que j'avais beaucoup de problèmes quand j'ai passé comme ça mon bac, parce que je faisais de la trialectique là où on me demandait de faire des sujets dialectiques. Par exemple sur des sujets, je sais pas, un sujet bateau du bac, du genre la conscience de soi suppose-t-elle autrui ?
Donc, effectivement, si tu le fais en dialectique, tu vas faire thèse, antithèse, synthèse avec ton plan, oui, parce que blablabla, non, parce que blablabla, et oui, mais non, mais ça dépend, etc. Ok. En trialectique, on va littéralement pousser notre investigation, on va utiliser notamment le trilemme d'Agrippa pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière les concepts, et on va voir qu'il n'y a rien derrière les concepts, par définition, il n'y a que du vent derrière les concepts, puisqu'en fait, tous les concepts sont des manières de parler, sont des façons de parler, sont des façons d'exprimer quelque chose. Et que si on reste bloqué sur le doigt, on perd la lune, et en fait, il ne reste que du vent, en fait, au bout d'un moment. Ou alors on est obligé d'arrêter son investigation, et en mode non, on va surtout pas aller voir par là, et on repart sur la notion de tabou, de nexus, etc. Par exemple, la conscience de soi suppose-t-elle autrui? On pourrait dire en trialectique, par exemple, mais la différence entre soi et autrui ne sont que des façons de parler. En réalité, il n'y a pas de soi, il n'y a pas d'autrui. En réalité, il y a une monade. Voilà. Bon, tu veux du poulet? Enfin voilà, genre, ça déconstruit. La question, la problématique s'évapore d'elle-même, si vous voulez, avec une logique trialectique. Voilà. Et on en arrive justement à quelque chose où la réponse à une question est dans la question elle-même. Là, j'ai une jolie citation d'Éric Barré qui disait justement « Ne pas penser à soi, c'est ça, être égoïste ». C'est exactement ça, c'est que on pourrait poser comme ça, comme question, justement, qu'est-ce que c'est que l'égoïsme et où est-ce qu'il s'arrête, etc. Bon, voilà, on pourrait dire, il s'arrête là, mais ça demande justement de croire au soi, en fait, et on oublie que soi, c'est juste un modèle, que soi, c'est juste une façon de parler. Alors, le conseil de lecture de cette vidéo, vous me voyez venir avec mes gros sabots. À votre avis, de qui vais-je vous conseiller un livre? De René Girard. Les origines de la culture. Alors, René Girard fait pour moi partie de ces auteurs un peu comme Henri Laborie, qui ont une ou deux idées très très fortes, allez 3-4, mais toutes plus ou moins liées ensemble, et qui se répètent ad nauseam d'un livre à l'autre. Donc effectivement, moi j'ai pris la décision de lire tout René Girard, parce qu'effectivement, tout comme on dit de Lacan que c'est celui qui a lu Freud, moi j'aimerais bien devenir celui qui a lu vraiment René Girard. Et c'est vrai que sur la fin, franchement, d'un livre à l'autre, je commençais à tourner en rond, et j'ai eu une bonne surprise avec les origines de la culture, par rapport aux autres livres de René Girard. Je l'ai trouvé rafraîchissant, j'ai trouvé qu'il y avait des nouveaux éléments, en tout cas amenés avec des angles qui m'ont fait vraiment encore mieux pénétrer la pensée de René Girard, donc je trouvais ça très très intéressant. Il parle de Bruno Latour, notamment, dont je vous avais déjà parlé, notamment pour montrer comment Bruno Latour n'a pas compris les thèses de René Girard, au moins pas au-delà d'un certain point. C'est totalement cohérent en termes de niveau de réalité, puisque je vous avais déjà dit dans la vidéo sur l'épistémologie non dualiste que René Latour proposait une grille transrationnelle sacrificielle, là où René Girard propose une grille transrationnelle non sacrificielle, donc elle est située à un niveau de réalité plus complexe que Bruno Latour, donc c'est normal qu'il n'arrive pas à comprendre. Voilà, et donc j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant, notamment parce qu'il cite un autre anthropologue que je ne connaissais pas, qui s'appelle Merlin Donald. J'espère que vous l'avez fait payer à vos parents. Et Merlin Donald développe dans cet ouvrage certaines thèses très intéressantes, notamment celle consistant à dire que le mythe précède le langage. Le mythe précède le langage, c'est-à-dire qu'en fait, le mythe était déjà là avant pour essayer justement, on n'a pas besoin de se parler pour faire un meurtre sacrificiel dans un groupe et pour créer une logique de bouc émissaire, mais c'est que le langage ensuite a permis de gagner en précision par rapport justement au fait de remettre le mythe en scène, parce que justement c'est beaucoup plus facile avec le langage de dire toi mets-toi ici, toi tu dis ça, toi tu fais ceci, cela, et donc lui voilà développe toute une thèse comme quoi donc le mythe précéderait le langage. Il développe aussi certaines nuances sur les différences qu'il y a entre justement la duplication, l'imitation et la mimésis. Donc c'est des nuances très très fines, voilà, mais qui pour moi, ont valu le coup dans ce livre. Voilà. Donc ça s'appelle Les origines de la culture par René Girard. Alors, par souci de rigueur intellectuelle, il me semble important d'écouter, d'envisager, de considérer les différentes hypothèses et contre-arguments qui s'opposent à la théorie de René Girard. Alors je vais vous les proposer. Si d'aventure vous avez eu vent de contre-arguments là que je ne cite pas dans la vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça m'intéresse pour améliorer ma réflexion et la profondeur de cette dernière. Alors le premier argument que je voudrais vous proposer, c'est probablement celui qui m'a fait littéralement halluciner quand je l'ai entendu. C'est un argument qui consiste à dire la théorie de René Girard marche sur tout le globe, donc sur toutes les ethnies, c'est louche. Ah! C'est louche.
À aucun moment, personne ne nous a jamais dit ah mais monsieur, la gravité elle marche partout sur le globe, alors bon, c'est quand même suspect, hein, ça veut dire qu'elle est sûrement falsifiée. Non, c'est simplement qu'elle marche bien. Je veux dire, le propre d'une bonne théorie, c'est qu'elle marche bien a priori un petit peu partout. Je veux dire, 2 + 2, 4 sur tous les 5 continents. Et pourtant, on n'est pas en train de se dire waouh, c'est vraiment louche. Donc là, à mon avis, on était vraiment plutôt dans une espèce de rationalisation de personnes qui, justement, avaient envie de remettre en scène un conflit mimétique avec René Girard, et qui voulaient s'opposer pour s'opposer, mais qui n'a pas trouvé mieux forcément comme argument. Je le trouve extrêmement faible personnellement, ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus en commentaire. Alors il y a un monsieur dans les commentaires aussi d'une vidéo précédente qui m'avait dit que Girard était controversé. Je dis oui, bon, ok. En même temps, tu m'étonnes, vu le pavé dans la mare que représente la théorie mimétique, c'est normal que ça comme ça, parce que c'est quand même dévoiler tous nos automatismes dans ce qu'ils ont de plus grégaire et de moins extraordinaire. Donc c'est quand même assez normal que ça freine en face. La question pour moi, c'est de voir pourquoi ça freine. Est-ce que c'est juste ça freine parce que les gens disent pas confort ta théorie, ou est-ce qu'il y a réellement des objections en face, effectivement. Donc bon, j'ai pas eu vraiment d'argument. Alors il y a eu une espèce de pensée auto-validante qui dit oui, mais c'est controversé. Je suis pas sûr que vous ayez pas compris de travail en fait. Oui, non mais d'accord, mais où est la controverse? C'est-à-dire que j'ai essayé d'écouter au-delà du système 1 qui disait oui, mais c'est controversé quand même, etc. Je dis oui, mais au niveau du système 2, quels sont les arguments, quels sont les... Silence radio total, ce qui faisait dire à Girard effectivement que les gens ne comprennent pas sa théorie, ou alors parfois il y a des gens qui comprennent intellectuellement, mais qui peinent à lâcher prise et à accueillir réellement tout ce que ça implique, puisque justement, comme je le disais tout à l'heure, on est au-delà du mental au mental. Justement parce qu'ils sont identifiés à un endroit, à leur stratégie mimétique, et que les lâcher c'est très très difficile, parce que les lâcher ça les mettrait directement dans leur vide d'eux-mêmes. Et là il pose une question intéressante qui est que est-ce que on a besoin d'avoir un plein de soi pour lâcher prise, ou est-ce que c'est justement parce qu'on lâche prise qu'on arrive à goûter la plénitude du soi? La colère n'habite plus son cœur. Et je sens que sa cosmo-énergie est plus forte que tout à l'heure. Sa haine a disparu. Il ne lui reste plus qu'une immense envie de connaître la vérité. Dans tous les cas, ça demande effectivement ce que je disais tout à l'heure, une paire de couilles, une paire d'ovaires, ça demande du courage, parce que c'est le courage justement de faire ce saut. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du saut de la foi pour réussir à comprendre sa théorie, mais ça n'empêche pas que sa théorie est quand même scientifiquement valable au sens de Popper. Autre objection que l'on retrouve assez souvent, c'est l'accusation qui consiste à dire que René Girard a mélangé la foi et la science. Alors, outre le fait que pour la petite histoire, ça n'est pas parce qu'il était croyant qu'il a étudié ça, mais c'est parce qu'il a étudié ça qu'il s'est reconverti. Hein. Il a grandi dans un milieu catholique, machin, mais à un moment donné, sa foi a fait chpoum, il a étudié le truc et c'est revenu. Mais ça s'est fait dans cet ordre-là. C'est-à-dire que je pense pas qu'on puisse vraiment lui reprocher de rationaliser autour de ça. Enfin, puis quand bien même il le ferait, on s'en fout si ça lui permet de proposer un savoir réfutable et qu'on peut remettre en question scientifiquement parlant. Mais donc voilà, beaucoup de gens lui ont reproché comme ça de mélanger donc la religion et la science. Et c'est intéressant parce que là encore on a une mise en abîme, puisque justement sa thèse, sa proposition, c'est d'essayer de sortir du conflit mimétique entre religion pré-rationnelle et science rationnelle, justement. Donc c'est pas étonnant qu'on lui reproche. Ce à quoi il a une réponse que je trouve extrêmement élégante, où il propose de dire: ou alors on considère que la religion n'est rien, au sens des Lumières, que ce sont des espèces de délucubrations pré-rationnelles, superstitions, etc., et qu'aujourd'hui on a fait mieux. Ou alors on considère qu'elle est à la base de tout. Si elle n'est rien, comment expliquer son absolue omniprésence dans l'histoire de l'humanité ? Je pense que cet argument est extrêmement solide, surtout quand on le remet en perspective avec les différents arguments que je proposais dans la vidéo sur la zététique, et sur le fait que quand on regardait par IRM justement, les zones du cerveau mis en branle par la croyance dans la religion pré-rationnelle et ceux mis en branle dans la croyance en la science sont relativement proches et beaucoup plus éloignés des configurations cérébrales d'un individu qui se pose avec lui-même, dans son vide de lui-même, de sorte à ressentir sa plénitude et son ignorance. Donc je crois vraiment que là il y a quelque chose qui permet justement de passer du pré-rationnel rationnel au transrationnel. Et enfin, il y a un dernier argument que je trouve là encore extrêmement faible, qui est opposé à la théorie de Girard, qui consiste à dire, bon, si chacun de nos désirs naît d'un conflit avec le désir d'un autre, comment est-ce que tout ça a commencé ?
En gros, on est dans l'œuf et la poule. Hein. Bon, ok, mais le problème, c'est que je vous disais tout à l'heure que la théorie mimétique parle du désir et ne parle pas des besoins. Hein. Et donc, parmi les besoins de base, je parle besoin de boire, de manger, d'être au chaud, etc. Et à mon avis, c'est assez clair qu'il ne faut pas voir ça comme étant deux catégories séparées, avec d'un côté les besoins, de l'autre côté les désirs. Non, je veux dire, je peux avoir besoin de manger, objectivement j'ai besoin de manger, et avoir le désir de manger. C'est-à-dire que c'est un continuum. Et en fait, cet argument ne tient qu'à partir du moment où on croit que la carte est le territoire et que besoin et désir sont deux catégories ontologiques essentialisées, alors que c'est probablement beaucoup plus un continuum et, là encore, une façon de parler. Donc on est encore dans des gens qui regardent le doigt au lieu d'entendre de regarder la lune. Voilà, donc cet argument me semble lui aussi extrêmement faible. Faible Non, c'est pas vrai, c'est pas... Donc c'était ça que Girard appelait la conversion. La conversion, c'était le fait de reconnaître en soi le conflit mimétique. Et cette vidéo est plutôt une espèce d'invitation à essayer de méditer autour de ça, et éventuellement de discuter en commentaire, de dialoguer sur qu'est-ce que c'est qu'un conflit, comment ça se passe. J'aimais bien sa définition de la propagande. Il disait « Tout le monde persécute tout en se proclamant ouvertement hostile à la persécution », et c'est ça qu'on appelle la propagande. Je trouvais ça très très bon. Il avait un certain nombre de citations que j'aimerais terminer cette vidéo en vous les partageant. Aucune démarche seulement intellectuelle, aucune expérience de type philosophique ne pourra jamais procurer à un individu la moindre victoire sur le désir mimétique et la passion victimaire. Il ne se produit que des déplacements et des phénomènes de substitution. Et là, vous voyez tout ce qu'on appelle le déplacement de symptômes en psychologie, hein, c'est classique. Qui donneront peut-être aux individus le sentiment d'une telle victoire. C'est-à-dire qu'il insiste sur le caractère illusoire du fait de vaincre le désir mimétique. Donc il est tout à fait possible que je sois totalement perdu dans cette illusion grandiloquente, hein, il est tout à fait possible. Ou alors peut-être que Girard se trompe là-dessus, ou alors peut-être que tout ceci ne sont que des narrations. Et lorsque l'on reconnaît enfin la présence justement en nous et dans le monde du conflit mimétique, du désir mimétique, et lorsque l'on soupèse tout ce que cela implique au niveau psychologique, au niveau sociétal, et c'est absolument gigantesque, c'est absolument énorme. Le mensonge fait place à la vérité, dit Girard, l'angoisse au souvenir, l'agitation au repos, la haine fait place à l'amour, l'humiliation fait place à l'humilité, le désir selon l'autre fait place au désir selon soi. Ça, c'est fondamental dans les rapports, justement, notamment à l'autre sexe, ou au même sexe, vous faites ce que vous voulez, encore qu'on en reparlera. Et la transcendance déviée fait place à la transcendance verticale. Voilà. C'est le sens, donc, justement, de la théorie de René Girard. C'est donc une pratique qui se veut transrationnelle et non sacrificielle des textes, et qui, donc, par définition, veut réconcilier et la science et la mystique. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce comme ceci. Je vais arrêter de parler de René Girard pendant un petit moment, je vous le promets. Je pense que je vais tenir 2 vidéos, au moins, quelque chose comme ça. Si vous voulez nous rejoindre sur la page Facebook Hypnomachie, ce sera avec plaisir. Je vous ai proposé de répondre en commentaire, justement, sur vos propres réflexions, sur le conflit, le désir mimétique, etc. Je pense que c'est quelque chose sur lequel j'aurai beaucoup de joie à ce qu'on puisse échanger ensemble. Et puis, si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee, et j'en profite d'ailleurs pour faire un grand merci à tous ceux qui me soutiennent et qui soutiennent la chaîne. Salut Internet! Ta-da! What do you think? Ahmed surprised me with it yesterday. #OMG, #JihadiJane, #Death to the West ISIS emojis. Oh, babes, I love it. You look gorgeous. She looked massive. You're gonna need a lot of Semtex to kill that one. Oh, guys. Hey, ladies! What do you think of this? Awkward. What a complete She knew I had that jacket. Copies everything. Copied this. Oh my god, it was so cringe. #matchy matchy. It's times like this I wish I'd never moved out here.